Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Rodolphe et on va parler aujourd'hui, maintenant, d'authentification. Parce qu'on a tous des comptes sur différents sites ou autres qui nous demandent du coup de nous authentifier auprès de ce système pour avoir certains accès. Donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc d'abord, on va du coup définir quelques objectifs ensemble de la conférence. Tout ce qui va être vraiment sensibilisation, vraiment vous donner des pistes pour prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas instinctif, on a tous entendu des tonnes de choses un peu partout et on ne sait pas trop forcément quoi en penser. Alors pour commencer, on va définir ce que c'est qu'une l'authentification. Ce que Wikipédia nous dit exactement, c'est pour un système informatique ou un processus qui permet au système du coup, de s'assurer de la légitimité de la demande d'accès faite par une entité afin d'autoriser l'accès de cette entité à des ressources du système. Donc c'est vraiment, quand j'ai un compte, j'ai du coup mon identifiant et il faut que je donne une preuve que c'est bien moi qui contrôle cet identifiant pour que j'ai du coup les accès dus à ce qui est lié à cette identité. Alors dans le cas général, ce qui va se passer, c'est qu'on donne du coup notre identifiant, notre preuve. Le système en face va vérifier que ce soit bien nous. Il va nous redonner un jeton d'accès temporaire qu'on va stocker chez nous. Et après, dès qu'on a besoin de faire des demandes, on fait notre demande avec le jeton qui nous a passé. Pour lui, il n'ait plus besoin de revérifier à chaque fois la preuve. Il est juste un deuxième système de preuve. Et du coup, après, il nous répond. Et ainsi de suite pendant un certain nombre de fois. C'est pour ça que quand vous allez sur un site, d'abord, vous y mettez votre mot de passe une seule fois. Après, le site, du coup, renvoie un cookie. C'est du coup ce jeton d'accès temporaire. Et votre navigateur stocke les cookies. Et à chaque demande que vous faites sur la page web, grâce à ce cookie, derrière, le système va bien voir que vous avez déjà donné la preuve que c'est bien vous, et donc vous donnez les accès qui vont avec votre compte. Alors maintenant, pour vraiment parler de sécurité, tous ceux qui vous parleront de sécurité, il faut toujours qu'ils vous parlent d'abord d'un modèle de menace. Le modèle de menace, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir qui est notre adversaire, parce qu'on ne se protège pas de la même manière comme si on se protège contre un État, que si on se protège contre le premier venu, contre parfois des gens pas très loin de nous. Vraiment, tout dépend de qui on est, de ce qu'on va faire, qui va pouvoir nous porter préjudice. Et également, dans ce genre-là, qui est de confiance? Parce que pareil, on a des personnes qui peuvent être de confiance. Quelles sont-elles? En fonction des systèmes, ça peut être des personnes différentes. En fonction des cas, des usages, ça peut être des personnes toujours différentes. On va bien définir ça, parce que de ces décisions-là vont découler toute notre politique. Également, donc, quels sont les moyens dont dispose l'adversaire? Ça revient un peu au premier point. Qui est notre adversaire? Il faut aussi savoir quels sont ses moyens. Toujours pareil, en fonction des moyens de l'adversaire, on ne va pas se protéger de la même manière. Enfin, donc, quels sont les moyens dont moi je dispose? Parce qu'en fonction des sites, on n'a pas forcément accès à tout ce qu'on veut. Il y a plein de choses qui existent, mais est-ce que les autres supportent tous les moyens que moi je voudrais? Comment est-ce que je peux tirer la meilleure partie de ce qu'on me propose? Et enfin, dernier point, très important aussi, quelles sont les contraintes que moi je suis prêt à accepter? Parce que prouver son identité, plus le système va être sécurisé, entre guillemets, plus on va avoir de contraintes à notre niveau. Typiquement, quand vous voulez prouver votre identité, si c'est une personne que vous connaissez, vous avez juste besoin de vous montrer à elle. Alors, la personne va vous reconnaître. Si vous voulez prouver votre identité à un agent de police, il va falloir vous donner une carte d'identité. Pareil pour plein d'autres choses. Et parfois, dans certains contextes, on va vous demander 2 pièces d'identité différentes. En fonction du coup forcément, quand on met 2 pièces d'identité, c'est bien plus sûr que si on n'en met qu'une seule ou que si juste on demande à quelqu'un de nous reconnaître. Donc à chaque fois, c'est une contrainte supplémentaire à avoir plusieurs pièces d'identité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont 2 pièces d'identité sur eux, je ne pense pas. Ce sera une contrainte de se promener avec tout le temps des tonnes de preuves sur soi. Donc on va commencer par nos adversaires. Qui sont-ils? Je ne sais pas à quel adversaire vous pensez en premier, mais dans la pratique, les premiers adversaires, ce sont les proches. Donc tout ce qui est les collègues, des parents, des proches. Mention spéciale pour les ex-conjoints. Sujet-là, j'ai une petite histoire à ce sujet-là. Vous avez peut-être entendu parler récemment du premier crime commis dans l'espace. C'était du coup une femme astronaute
qui s'est séparé du coup de sa compagne, qui avait un enfant, et cette femme astronaute, depuis la Station spatiale internationale, a accédé de manière illégitime au compte bancaire de son ex-conjoint pour savoir si elle avait les moyens financiers de pouvoir élever du coup le gamin seul. Donc parfois, ce sont des gens auxquels on ne pense pas qui sont nos adversaires. Forcément, après, viennent tout ce qui va être groupe criminel ou étatique, avec différents niveaux de sophistication, différents degrés de connaissance. Un État, forcément, globalement, nous, on n'est pas très intéressés par les États eux-mêmes. Par contre, des groupes criminels, on a tous reçu des sortes de spam ou d'arnaques par mail ou autre. On est tous confrontés à certaines attaques plus ou moins ciblées sur nous. Également, après, il y a toutes les entités légitimes qui vont vouloir avoir accès à des informations sur vous. Typiquement, tous ceux, un assureur, votre mutuelle, quel est le prix que vous allez payer ? Elle aimerait bien savoir à quel point vous êtes en bonne santé ou pas. Vos données de santé, ça peut intéresser des gens, ça peut intéresser votre assureur. Si vous êtes dans une entreprise qui est très innovante, vos concurrents vont sans doute vouloir avoir accès à pas mal de données sur vous, soit des données professionnelles, soit des données personnelles, pour après, derrière, exercer du chantage, pour vous soutirer des informations. Donc rien que votre compte personnel peut être mis en danger à cause de vos activités professionnelles derrière. Parce que les gens vont vouloir faire pression sur vous. Ça, c'est ce que je trouve beaucoup également dans les systèmes, tout ce qui est espionnage entre les États. Quand un État veut avoir des informations sur un autre État, il va essayer de soudoyer des personnes de cet État-là, des représentants, des gens haut placés qui ont accès à des informations, ou de les faire chanter. Donc là, ça va être trouver des informations compromettantes sur eux, savoir si un tel trompe son conjoint et du coup menacé de divulguer l'information. Et si on nous passe des informations confidentielles sous le tapis, on ne dira rien. Bref, ça peut être extrêmement varié. Alors maintenant, voyons les personnes de confiance, parce que c'est bien de parler des adversaires, mais on a peut-être aussi des alliés. La première, c'est soi. C'est moi, je fais confiance à moi, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça va dépendre des cas. Parfois, ça peut être des proches. Les proches, ils peuvent nous attaquer, mais c'est aussi eux qui vont pouvoir nous aider dans différentes choses. On peut avoir confiance en eux. Il y a des proches, mais pas que. Par exemple, des agents publics ou privés. Et pour tout ça, je prends le cas notamment des personnes âgées ou toutes les personnes en situation de dépendance. Souvent, elles vont devoir faire appel à des aides, donc soit des proches ou des personnels d'État. J'ai vu récemment que la Poste commence à faire de l'aide auprès des personnes isolées dans les plus ou moins races campagnes. Ces gens-là, est-ce que je peux leur faire confiance ? Donc en fonction des cas, ça va être oui ou ça va être non. Une personne âgée dépendante, globalement, elle ne va pas avoir le choix, elle va devoir faire confiance. Et derrière, si la personne abuse d'elle, c'est pour ça que la loi derrière va prévoir du coup des sanctions plus fortes, parce qu'après c'est de l'abus vraiment de faiblesse. Donc après, bien définir qui sont nos personnes de confiance. Et ça va dépendre de chaque cas. Alors maintenant, voyons bien sûr tous les moyens de nos adversaires. Et bien sûr, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir ? Du moins de manière théorique dans un premier temps. Il y a plein d'attaques différentes pour contourner ce système d'authentification. Le tout premier, c'est tout ce qui est hameçonnage. Là, c'est extrêmement fréquent. Donc le hameçonnage, c'est quand on va essayer de vous faire donner de vous-même votre preuve à la personne. Typiquement, vous recevez un courrier frauduleux vous disant que la sécurité sociale a un remboursement à vous faire parvenir, il faut vous connecter sur tel site, qui est en fait pas le bon site, et dedans on vous invite à donner vos identifiants bancaires, ou alors carrément vos identifiants de compte Amélie pour se connecter directement dessus. Là, ça ne coûte pas très cher à mettre en place en général. Et du coup, il y a des gens qui tombent dedans. On abuse du coup des personnes qui ne font pas la différence entre une demande légitime et une demande illégitime. Donc là, c'est vraiment demander directement. Donc pour se prévenir de ça, il faudrait, dans l'absolu, que le système d'authentification n'accepte pas de passer les identifiants à une entité légitime. Est-ce qu'il existe des systèmes capables de faire ça ? On verra ça un peu plus tard. Et s'il n'y en a pas, va falloir juste faire attention. Et là, c'est facile à dire, faire attention. Mais tout le monde n'est pas pareil. Les gens sont différents, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même formation. Il y a des personnes de tous âges qui vont être un peu crédules ou moins crédules.
à la transfusion de faiblesse ou pas. Donc parfois, juste dire faire attention, ça ne va pas suffire. On ne va pas couvrir vraiment toute la population. Il ne faudrait pas que toute une frange de la population soit exclue de la vie numérique parce qu'on leur dit « mais toi, tu ne sais pas faire la différence, donc il ne faut pas que tu utilises ». D'ailleurs, c'est de moins en moins possible, vu que maintenant, même tout ce qui est en rapport avec l'État passe de plus en plus par Internet. On paye de plus en plus nos impôts par Internet. Donc les personnes en difficulté, il va bien falloir qu'elles fassent avec. Et juste leur dire « faites attention », ce n'est pas une réponse satisfaisante. Ensuite, on va voir tout ce qui est attaque par homme du milieu. Là, c'est relativement rare. L'attaque par homme du milieu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand vous communiquez avec un système autre, une personne ou un logiciel qui se met entre les deux, qui intercepte votre communication et qui, du coup, peut enregistrer ce qui se passe ou le modifier ou parfois même le rejouer. Alors, pour éviter ça, on a tout ce qui est cryptographie. On pense déjà à TLS, qui est utilisé notamment quand vous utilisez du coup HTTPS. Vous voyez ça dans l'URL, il y a des petits logos de sécurité. Ça indique que votre trafic, que le trafic Internet, du coup, entre vous, entre votre ordinateur, entre votre machine et le système externe, est chiffré et authentifié. C'est important également, parce que si vous ne communiquez pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas sûr que le chiffrement ne se passe pas entre vous et l'adversaire, et que l'adversaire discute avec l'autre derrière. Donc, la solution la plus simple, c'est de ne jamais, je dis bien jamais, masquer les alertes de sécurité de votre navigateur. Votre navigateur, parfois, il vous affiche ça. Ça veut dire que le site que vous allez essayer de consulter, c'est peut-être pas lui. Alors, il y a plein de cas dans lesquels il est possible qu'il y ait des erreurs humaines qui fassent que le site soit bien le site légitime, mais qu'il y ait une erreur. Petite histoire, à la dernière Ubuntu Party, donc c'était il y a 6 mois, on avait vu sur un projet auquel je participe, on avait une personne qui, sur le channel XMPP, disait « Ah, j'ai une alerte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ?» Et vu qu'on était plusieurs à être à l'Ubuntu Party, on n'avait pas vraiment le temps de lui répondre. Et vu que c'était une période où on avait changé tout ce qui était configuration de notre système TLS, on se disait on a peut-être fait une erreur. Enfin, moi surtout, c'est moi qui m'occupais de ça, donc je me dis peut-être que moi j'ai fait une erreur, je ne sais pas. Et il y en a certains qui lui ont dit dans le doute, vas-y, clique, accepte le truc. Le soir, du coup, je rentre au Ubuntu Party, et là, je regarde du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Et je voyais que le site marchait très bien, tout était parfait, il n'y avait pas eu de renouvellement de certificat récemment, tout était en position normale. Du coup, on lui demande, est-ce que tu peux montrer plus d'infos? Et là, on découvre qu'en fait, elle s'était chopé un virus sur son PC qui faisait de l'interception. Donc le man in the middle, ce n'est pas uniquement des méchants États qui essaieraient d'intercepter la communication sur le réseau directement, ça peut être juste un logiciel malveillant sur votre ordinateur qui, lui, va l'intercepter déjà dès votre ordinateur. Il ne faut pas minimiser ce risque. Donc dès que vous voyez ce panneau-là, vous n'acceptez jamais. Vous n'utilisez pas le site, c'est tout. Parce que derrière, vous ne savez pas quelle est la raison. Parfois, ça peut être juste un certificat expiré et que les gens ont oublié de le renouveler. Parfois, c'est qu'ils se sont trompés de domaine. Parfois, c'est des choses. Parfois, c'est légitime. Et parfois, ça ne l'est pas. Donc, si vous ne savez pas faire la différence entre les deux, déjà, même si vous savez la faire, il vaut mieux pas l'utiliser. Mais a fortiori, si vous ne savez pas faire la différence, ne contournez jamais cette sécurité-là. Elle est très importante. Sinon, tout ce que vous échangez avec le serveur distant est potentiellement intercepté et logué par des organisations criminelles ou d'autres. Ensuite, on a plusieurs cas de force brute. Le tout premier, dont je vais parler, c'est vraiment la force brute, dans le sens où vous ne faites rien, rien ne s'est passé de spécial, et des gens essayent de se connecter à votre compte. Ça, c'est vrai dans certains domaines, mais pas trop. Typiquement, sur l'adresse mail ou les serveurs SSH, vous allez voir beaucoup de tentatives de connexion frauduleuses. Et là, ces attaques, c'est pas on prend un compte et on essaye plein de mots de passe, c'est plus une attaque, on va dire, en spray. On prend un mot de passe et on l'essaye le même sur 1000 comptes. Et on espère que ça va débloquer un compte. Ça, c'est relativement peu dangereux parce que il suffit d'avoir un mot de passe qui ne soit pas parmi les premiers testés. Donc, dès qu'on a un mot de passe un petit peu robuste, il n'y a pas de souci. La deuxième solution, c'est simplement de désactiver les mots de passe. Ce n'est pas possible partout. Et typiquement, pour du serveur SSH, si vous savez ce que c'est exactement ça. On désactive l'authentification par mot de passe, on utilise uniquement l'authentification par des clés de chiffrement, et d'un coup, la plupart des bots, ça ne marche plus. Un autre type de brute force, ou pas forcément, c'est tout ce qui se base sur la fuite de données sensibles. Typiquement, vous avez utilisé un site internet, et ce site internet-là avait une faille de sécurité, et des gens ont récupéré
Pas votre mot de passe directement, bien que ce soit possible, mais un mot de passe, normalement, ça se stocke de manière hachée, donc non utilisable directement. Et du coup, il y a des gens qui vont quand même essayer, malgré cette empreinte numérique sur du mot de passe, de retrouver le mot de passe d'origine. Là, du coup, dès qu'on fait ça hors ligne, on a beaucoup plus de possibilités. On peut faire plein de choses. Il y a beaucoup de techniques qui sont mises en place. On peut paralyser les choses de manière assez impressionnante. Là, la seule manière pour un mot de passe, ça va être d'avoir un mot de passe très robuste. Là, on va vraiment se prémunir complètement. Parce que derrière, on ne maîtrise pas non plus comment le système externe va stocker notre mot de passe. Et en fonction de la capacité également du système externe, ça va être des variables. Donc, dans le doute, toujours un mot de passe très, très robuste. Et enfin, surtout, suivant ce genre de cas, c'est tout ce qui est réutilisation d'identifiants. Et là, qui est très fréquent. Typiquement, encore une fois, un site internet s'est fait casser. Si derrière, les gens ont réussi à casser des mots de passe, derrière, ils ont aussi votre identifiant, qui est souvent, ou moins souvent, vous avez une adresse mail associée à votre compte. Et la première chose que les gens font, s'ils ont le mot de passe qui était sur votre compte sur un site, ils voient votre adresse mail, ils essaient de se connecter sur votre adresse mail avec le mot de passe que vous avez mis sur le site. C'est que si vous réutilisez le même mot de passe, ils connaissent maintenant celui de l'adresse mail, ou celui d'autres sites. Vous êtes inscrit sur le site de pelote de votre village, lui qui n'est pas vraiment sécurisé ses données. Si vous avez utilisé le même mot de passe sur le site des impôts, si quelqu'un trouve le site de belote du village, si vous avez le même mot de passe sur le site des impôts, maintenant l'attaquant a accès au site des impôts. Donc ne jamais réutiliser ces mots de passe. Jamais. Ou alors, sinon, en plus, vous pouvez utiliser parfois des seconds facteurs d'authentification. Ça, on en verra un certain nombre un peu plus tard. Enfin, après, on a tout ce qui est attaque physique. Ça, c'est beaucoup plus rare parce que, typiquement, il faut avoir accès à la personne. Et du coup, c'est le principal cas d'utilisation d'attaque physique, c'est dans le cas d'authentification biométrique. Et là, en fonction des cas, ça va vraiment beaucoup trop varier pour des contre-mesures génériques. Quand je vous parle vraiment de biométrie d'attaque physique, ça va être typiquement ça. Le gars la fille qui veut déverrouiller le téléphone portable du gars avec un Face ID, du coup, elle va lui mettre le portable devant la figure de manière à ce que même si le gars ne voulait pas, là, on lui force parce que la reconnaissance faciale, on te met le portable devant et là, ça le déverrouille. Maintenant, essayons de voir ce que serait le système d'authentification absolument parfait, dans l'absolu. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Il faudrait qu'il soit simple à utiliser, mais aussi à sauvegarder. Parce que c'est bien d'avoir des preuves, mais il faut quand même qu'on les garde avec nous. Il ne faut pas que le système permette de tout perdre d'un seul coup. Il faut qu'il résiste aux attaques par force brute, donc il force automatiquement que le secret soit extrêmement complexe, pour qu'il ne soit pas possible de le retrouver lorsque un site se ferait, par exemple, trouer. Il faut également que chaque secret soit unique par système, que notre preuve, du coup, soit différente d'un site à l'autre. Parce que pareil, sinon, comme on l'a vu, il suffit, s'il y en a un qui a failli, on peut le réutiliser, on pourrait le réutiliser sur tous les autres, si on avait le même. Enfin, il faudrait qu'il résiste directement aux interceptions et aux tromperies, donc c'est tout ce qui est hameçonnage. Il faut un système qui permette aux personnes même les plus, les personnes les plus vulnérables, que ces personnes, du coup, puissent l'utiliser de manière sûre, sans trop se poser de questions, parce que c'est beaucoup plus simple. Et enfin, il faut que notre secret puisse être révocable. Parce que si le secret a fuité, il faut pouvoir en changer. C'est après à mesure, parce que si on ne peut pas en changer, si une fois qu'il a fuité, on se retrouve à avoir notre jeton qui est complètement compromis, et là, c'est pas bon. Alors, on va commencer à parler des systèmes. Le tout premier que l'on va parler, pour l'enlever rapidement, c'est tout ce qui va être OpenID Connect, SAML et plein d'autres. Ça, vous le connaissez sous un autre nom, c'est tout ce qui va être connexion par réseaux sociaux. Une connexion avec Facebook, Twitter ou autre. Ça, j'en parle en tout premier parce que il y a plein de défauts. Le tout premier étant qu'il se repose sur un autre système d'authentification. Donc, ce n'est pas un système d'authentification vraiment en soi. C'est-à-dire, pour être authentifié, pour être login avec Facebook, il faut s'authentifier d'abord auprès de Facebook. En soi, c'est pas mauvais, mais c'est-à-dire ça ne résout pas complètement le problème.
Ça permet, le bon côté des choses, c'est que là, typiquement, pour les sites, ça permet d'éviter d'avoir à se souvenir de plein d'identifiants à la fois, vu qu'on se connecte tous sur un seul. Mais du coup, on se repose sur un et un seul autre système. Ça nous rend du coup complètement dépendants de ce système tiers. Ça peut être bien ou pas bien. Ce tiers, déjà, du coup, vu qu'on est dépendant de lui, vu qu'on va l'utiliser pour se connecter à chaque fois, il va savoir quels sont les sites sur lesquels on va. Est-ce que c'est acceptable que le tiers en question connaisse tous les sites sur lesquels nous allons? Enfin, on ne peut pas multiplier ces identités. Par exemple, sur un site, vous pouvez vous connecter vous pouvez parfois avoir besoin de plusieurs comptes. Un compte personnel, un compte professionnel, typiquement pour l'adresse mail. Si vous avez une adresse mail personnelle et que vous voulez une adresse mail professionnelle sur le même hébergeur, ça vous fait 2 identités. Vous avez 2 adresses mail, 2 identifiants, avec à chaque fois 2 preuves différentes. Si pour se connecter à votre adresse mail, il faut login avec Facebook, ça fait un compte. À moins d'avoir 2 comptes Facebook, et là, du coup, encore, on multiplie. Enfin, c'est pas la même chose. Bref, est-ce que c'est bien ou pas? Si le système-là s'appelle France Connect, pourquoi pas? Parce que le tiers en question, c'est l'État français. Si vous vous connectez au site des impôts ou de l'ANTS, donc l'Agence nationale des titres sécurisés, l'État, il sait encore que vous y avez accès, parce que c'est les sites de l'État. Là, il n'y a pas de fuite d'infos personnelles, parce que l'État, il sait encore que ses citoyens utilisent ces sites. Et là, il n'y a rien de secret. Bien sûr, je mets avec restriction, parce que là, je parle uniquement des sites en restant sur le périmètre des sites étatiques. Si vous commencez à vous loguer sur les comptes des trucs d'intérêt privé avec un compte France Connect, là, ça peut commencer à devenir un peu plus gênant. Par contre, après, là où c'est pas bien, c'est en gros tout le reste. Dans ce que Facebook, Twitter, Tumblr, tout ça, leur donner à eux toute votre identité numérique, ça repose sur eux. C'est pas dit qu'ils gardent ce service ad vitam aeternam. Si vous n'êtes pas convaincu, au niveau de Google, il y a un site internet spécifiquement qui recense tous les services qui ont été tués par Google. Ça s'appelle Killed by Google. Pourquoi est-ce que demain, ce système d'authentification avec Google fonctionnerait encore? On ne le sait pas. Google a tué a tué beaucoup de services. Pourquoi est-ce que celui-là serait éternel et pas les autres? Le jour où Google ferme ce service-là, ce service d'authentification, qu'est-ce que je fais de ma vie numérique? Bref, ça, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément utile, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, du coup, l'authentification par un tiers à ce niveau-là, ça dépend des cas, mais globalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Maintenant qu'il est évacué, on va parler du mot de passe. Là, tout le monde le connaît, franchement omniprésent, indémodable, et c'est là, paradoxalement, où on retrouve le plus de bêtises à tous les niveaux, que ce soit côté utilisateur ou des sites internet, même pas forcément des sites internet, tous les autres systèmes qui vont stocker votre mot de passe, le vérifier. On trouve de tout et n'importe quoi. Bref, ce mot de passe, il a un problème, c'est la mémorisation. La plupart des gens, vont essayer de mémoriser leur mot de passe. Qu'est-ce qui se passe quand je mémorise? Si je fais uniquement, si je mets tous mes mots de passe, j'essaie de les mémoriser. Déjà, au bout d'un certain nombre de comptes, je ne peux pas tout mémoriser. Si je veux ne pas réutiliser mon mot de passe, il faut que je m'en souvienne d'autant de mots de passe que j'ai de comptes qui nécessitent un mot de passe. Quand on rajoute en plus toutes les autres choses, typiquement le code de la carte bleue, le code de ci, le code de ça, ça devient absolument ingérable. Et du coup, vu que c'est ingérable, déjà, ce côté ingérable est aggravé par les différentes politiques des sites. Certains sites vous disent qu'il faut que votre mot de passe fasse tant de caractères minimum et tant au maximum, qui comporte telle chose, tel caractère, pas tel autre. Ça fait que vos mots de passe, ils vont ressembler à parfois n'importe quoi en fonction des sites. Et mémoriser tout ça, c'est encore moins possible. Bref, du coup, ça engendre souvent des mots de passe faibles, parce que les gens, parce qu'il faut bien mémoriser son mot de passe, les gens, généralement, ils prennent des mots de passe assez simples à mémoriser, et du coup, pas très difficiles à trouver derrière. C'est un problème de sécurité. Il va engendrer du coup pareil des réutilisations. Malheureusement, pour éviter d'avoir à reconnaître 200 mots de passe, les gens n'utilisent parfois qu'un seul, parfois 2, parfois 5, parfois 10. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, la mémorisation, ça pose plein de problèmes. Et également, quand une des politiques du coup de changement de mot de passe, typiquement le site qui vous dit il faut que vous changez votre mot de passe tous les 6 mois. On voit souvent ça en entreprise, où les entreprises ont cette politique-là, de vous faire changer votre mot de passe régulièrement. Pour contourner ce problème-là, ce que la plupart des gens font,
c'est qu'ils vont prendre un seul mot de passe et rajouter un numéro à la fin, ou au début, ou au milieu. Donc mon mot de passe 01, et là il faut le changer, c'est mon mot de passe 02, puis après c'est mon mot de passe 03. Ça, il y a une étude qui a été faite assez récemment, qui montre que si on a accès comme ça à plusieurs haches de mots de passe, donc si les données ont fuité, qu'on a tous les précédents mots de passe, s'il y a un motif, on a développé des techniques pour retrouver plus facilement les mots de passe d'origine. Donc ça enlève, enfin ça va faciliter le travail d'un attaquant qui aurait accès du coup juste aux haches normalement inutilisables des mots de passe. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Bref, mémoriser son mot de passe, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne peut pas mémoriser, on peut peut-être penser d'abord à les écrire. Alors les écrire, déjà sur quel support est-ce qu'on va les écrire? Parce qu'il y a plein de supports différents, que ce soit du bout de papier, que ce soit des logiciels, machin, il y a plein de supports. Ça va dépendre du modèle de menace, encore une fois. En fonction de la menace, on ne va pas stocker son mot de passe au même endroit, de la même manière. En tout cas, ne faites jamais ça, ne les stockez jamais en clair dans un fichier. Donc vous n'ouvrez pas un fichier texte ou un document de traitement de texte pour marquer vos mots de passe directement dedans. Ça ne jamais faire. Quand je vous dis que ça dépend du modèle de menace, c'est typiquement, encore une fois, d'abord je vais parler plutôt des gestionnaires de mots de passe. Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de mots de passe? C'est un logiciel qui va stocker vos mots de passe de manière sécurisée. C'est-à-dire vous allez mettre souvent votre identifiant et votre mot de passe, et ce logiciel-là va aller chiffrer vos mots de passe. C'est-à-dire que si jamais le fichier, quelqu'un l'a, ce fichier-là qui contient tous vos mots de passe, il va être protégé normalement par un mot de passe principal, et sans ce mot de passe-là, l'attaquant n'aura pas accès à vos mots de passe. Donc on peut pas si on vous vole ce fichier-là, les gens ne pourront rien en faire parce que c'est chiffré. L'avantage aussi de gestion de mots de passe, c'est que vous pouvez d'en générer automatiquement, et des mots de passe très forts. Parce que l'humain est très mauvais pour tout ce qui va être complètement aléatoire. On va avoir des biais cognitifs qui vont faire que ce qu'on va choisir, ça va être dans les 7 restreints. On voit bien ça au niveau, il y a pas mal de tests, dans tout ce qui est test, notamment de QI ou autre. Parfois, on estime le nombre de mots que vous connaissez. Ça va en fonction des personnes, tout le monde ne connaît pas le même nombre de mots. Et de la même manière, si les gens ne sont pas capables si les gens en général ne sont pas capables de connaître, si les gens ne connaissent qu'un nombre restreint de mots de la langue française, ou du moins ne pensent qu'un certain nombre restreint de mots, pareil pour les mots de passe, ils vont être dans un périmètre aussi restreint. Si c'est le cerveau humain qui fait le travail, on se restreint à des biais cognitifs, et ça, c'est pas forcément bon. Donc l'avantage, c'est que là, votre gestionnaire de mots de passe va vous générer des mots de passe complètement aléatoires, très très robustes. Et vous pouvez même varier du coup ce que vous mettez dedans en fonction des contraintes du site que vous avez en face. Par exemple, ça c'est un mot de passe plutôt fort, très très fort, généré aléatoirement. Et ce que vous voyez, c'est que du coup, vu qu'on n'a pas besoin de mémoriser le mot de passe, on peut se permettre de mettre des mots de passe extrêmement longs, donc extrêmement forts. Ça c'est exactement le genre de mot de passe que j'utilise. Pas exactement celui-là, mais du même genre. Et si le mot de passe derrière est haché correctement, bon courage à l'attaquant pour retrouver le mot de passe original depuis un hash. Bref, mais là, faire attention à un truc, c'est les sauvegardes. Là, on met bien en rouge. Parce que votre fichier qui contient tous vos mots de passe, le fichier du coup de votre gestionnaire, si vous le perdez, si votre disque dur crame, si vous faites voler votre PC, si vous perdez ce fichier-là, vous perdez absolument tous vos accès partout. Ça, si on vous dit toujours utiliser un gestionnaire de mots de passe, on vous le dit souvent, mais ce que les gens oublient souvent de dire, c'est attention aux sauvegardes, sauvegardez-le, votre fichier. Parce que si vous ne faites pas de sauvegarde, à la moindre bêtise, vous perdez tous vos accès, et là, c'est de la catastrophe. Du coup, ça, c'est une contrainte, c'est ce qu'on voyait au début. Quelles sont les contraintes que je suis prêt à accepter? Parce que mémoriser dans sa tête, ça, tout le monde visualise bien ce que ça fait, on connaît tous notre capacité. Sauvegarder un fichier, là, d'un coup, est-ce que les gens ont les moyens de sauvegarder de manière efficace un fichier? Et pas le sauvegarder juste une fois, parce que vous allez souvent créer dans votre vie, vous allez créer des comptes au fur et à mesure, vous allez être amené à ce que ce soit modifié, du coup, il faut régulièrement actualiser ces sauvegardes. Plus une sauvegarde va être difficile à accéder, plus ça va être du coup bien séparé, moins vous avez de chances de la perdre, mais également, plus c'est difficile de la mettre à jour. Bref, donc du coup, toute cette manière de stocker les mots de passe va dépendre du modèle de menace. Typiquement, quand vous êtes une personne âgée, parfois dépendante, dans une résidence senior ou une EHPAD, vous savez que votre résidence a un gardien à l'entrée, les gens ne vont pas forcément rentrer.
Donc le senior, qui ne va pas savoir faire de sauvegarde, on va peut-être pouvoir lui dire que pour lui, on va peut-être pouvoir écrire sur un calepin. Parce que le calepin, le papier, le stylo, il connaît bien. Il sait, on lui dit bien que ça, c'est tous ses mots de passe. Lui, il visualise bien dans sa tête, le senior. Enfin, j'ai le senior, mais ça marche aussi pour des personnes de tous âges. Là, cette personne-là visualise bien que ce papier-là, c'est important, qu'il ne faut pas le perdre, qu'il le stocke là où il veut. Et là, il visualise bien la chose. Contrairement à d'autres... Parce que les fichiers numériques, généralement, ils ne se rendent pas compte que ça peut vite... il y a plein de motifs pour le perdre. Ils ne se rendent pas forcément compte que son PC va peut-être être volé. Ils ne se rendent pas compte que son PC, son disque dur va avoir une défaillance. Ils ne se rendent pas compte que plein de choses. Là, au moins, son calepin, il se rend bien compte. Bien sûr, quand je dis noter son mot de passe, ça peut être bien parfois. Ce n'est pas dans tous les cas. On a le cas très connu de TV5 Monde. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. TV5 Monde, un jour, s'était fait pirater. Alors, du coup, ils avaient après sur le piratage, ils avaient fait du coup un reportage chez TV5 Monde. Et sur le reportage, du coup, on voit l'interview de cette personne-là. Et derrière elle, qui est floutée, il y avait tous les mots de passe de connexion aux réseaux sociaux. Eux, ils avaient marqué sur des papiers, mais quand vous êtes une télévision, un journal national, et qu'on fait des reportages chez vous, que vous avez des caméras, ça fuite. Donc la personne dans une résidence sécurisée auquel des adversaires autres que étatiques ou très puissants n'ont pas accès, d'accord. Quand vous êtes une entreprise comme ça, ou même des actifs normaux, c'est pas vraiment une bonne idée. Pareil, c'est le modèle de menace qui va décider de comment on va stocker. Bref, quelques gesteurs de mots de passe libres. Le tout premier auquel vous allez voir, sans doute, si vous utilisez Ubuntu, ça va être tous ceux qui sont intégrés à votre système d'exploitation, donc GNOME Kering ou KWallet en fonction de si vous utilisez GNOME ou KDE. Bien sûr, après, vous avez tout ce qui est navigateur web. Firefox propose souvent de retenir les mots de passe d'accès au site. C'en est un. Après, vous avez des logiciels externes à installer. Les premiers auxquels on pense, ça va être tout ce qui est KeePass et ses dérivés KeePassX et KeePassXC. KeePass, c'est ce qu'utilise par exemple l'armée française. Vous en avez d'autres, comme Bitwarden, ça je n'ai jamais testé. Après, j'en ai mis un dernier, juste pour les initiés, on va dire, c'est Pass. Lui, c'est juste un mot de passe qui va utiliser des clés de chiffrement asymétriques, donc qui va utiliser derrière exactement les clés GPG. Ça, je préviens juste, si vous ne savez pas ce qu'est GPG, n'essayez pas de l'utiliser. Là, c'est vraiment dans du cas très très spécifique. On pourra revenir à la fin en bonus si vous voulez. Mais en attendant, vous en avez plein d'autres. Et là, je n'ai mis que une sélection de gestionnaires de mots de passe libres. Vous en avez aussi plein qui sont proposés, qui sont propriétaires ou privateurs. Est-ce qu'ils font bien exactement juste ce qu'on vous dit qu'ils font? C'est pour ça que le logiciel libre, c'est important, parce que cela, du coup, on peut vérifier qu'ils stockent bien de manière sécurisée. Si vous en utilisez un qui n'est pas libre, nécessairement, vous n'avez aucun moyen physique de vérifier que le logiciel fasse bien exactement ce qu'il vous dit. Est-ce que vous avez moyen de vérifier que la cryptographie derrière est bonne ou pas? Vous ne pouvez pas. Là, vous pouvez. Là, il y a des gens très compétents qui ont déjà regardé. C'est plutôt de confiance. Bref, ensuite, on va parler vite fait de copier-coller son mot de passe. Parce que le logiciel de gestion de mot de passe, soit il est intégré directement à votre navigateur et il va directement vous remplir les champs, soit il va juste vous stocker votre mot de passe et du coup, vous allez le copier depuis votre logiciel pour le coller dans le site. Et vous avez des sites qui, pour des raisons diverses, ne vont pas accepter qu'on colle le mot de passe. Alors déjà, copier-coller son mot de passe, on va faire attention au hameçonnage. Parce que, comme on disait, si vous n'êtes pas sur le bon site, si vous collez votre mot de passe sur le mauvais site, vous êtes fait avoir, votre mot de passe a fuité. C'est très dommage. Donc, bien sûr, certains sites, comme je disais, ne coopèrent pas. Soit ils vous mettent des claviers virtuels, donc ils vous obligent à taper votre mot de passe non pas avec un vrai clavier ni avec du copier-coller, mais en cliquant sur des boutons. Ça vous empêche complètement d'utiliser le mot de passe, ça. Ou alors, certains vont vous interdire juste de copier-coller le mot de passe. Alors quand vous allez vouloir coller votre mot de passe dans le champ, il ne va rien se passer. Il y a des sites qui essaient de désactiver ça. Heureusement, si vous utilisez du logiciel libre, notamment Firefox, vous pouvez aller dans la conférence Firefox, dans About Config, vous cherchez Clipboard Events, et vous voyez du coup une propriété qui s'appelle dom.event.clipboardevents.enabled, et vous passez la valeur à false. Qu'est-ce que ça pourrait faire ça? C'est-à-dire que Firefox va désactiver la possibilité de changer le comportement du copier-coller. C'est-à-dire que les sites qui vous empêchent de coller votre mot de passe,
Si vous mettez ça à false, bah, d'un coup, vous pourrez le coller. Vous contournez du coup les bêtises de certains sites. C'est une option de configuration de Firefox, c'est très très utile. Bref, maintenant, passons bien sur les questions secrètes. Vous en avez sans doute déjà vu, c'est de moins en moins à la mode, mais il y a quelques années encore, il y a beaucoup de sites qui, en plus de votre login et votre mot de passe, vous faisaient définir des questions secrètes. En fait, ce sont des mots de passe en quelque sorte. Ça va être utilisé généralement pour, quand on a oublié son mot de passe, on va répondre à des questions secrètes pour pouvoir réinitialiser son mot de passe. Ça, bah, en gros, c'est des mots de passe déguisés. Et beaucoup moins sécurisés parce que si vous répondez honnêtement à la question, bah, les gens ils vont pouvoir avoir accès parfois à l'information. Quel était le nom de votre mère, si vous avez votre compte Facebook un peu public, les gens vont pouvoir retrouver, si elle est sur Facebook aussi, quel est son prénom. C'est pour ça que mon premier chien, maintenant il va s'appeler comme ça. Et pareil pour tout le reste. Voilà. Ce sont des mots de passe, donc on va les traiter comme des vrais mots de passe. Ensuite, on va parler vite fait des seconds facteurs d'authentification. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Ce sont divers moyens, en plus du login et mot de passe, de prouver votre identité. C'est vraiment du complément, et ça se base du coup sur un autre système de preuve. Et souvent, ce système de preuve, il va être physique. Très souvent, votre téléphone portable, ou des bidules USB. Et là, pareil, attention aux sauvegardes. Si vous avez un support physique, ça se perd. Un support physique, il peut lui arriver plein de choses. Il peut aussi être défectueux d'un seul coup, il peut lui arriver plein de choses. Le premier auquel je vais vous parler, c'est TOTP et HOTP dans la moindre mesure. Alors en fait, TOTP, vous le connaissez souvent sous le nom de Google Authenticator. Ce qui se passe, c'est le site vous fournit un QR code ou un texte, vous le flashez avec votre logiciel avec Google Authenticator ou d'autres, parce qu'il n'existe malheureusement pas beaucoup de versions, c'est assez peu développé. Et du coup, ce logiciel va générer un code de mot de passe unique, qui va changer par défaut tous les 30 secondes. Généralement, c'est 6 chiffres toutes les 30 secondes, même si tout ça se paramètre. Donc, il vous le donne une première fois pour valider, pour synchroniser un peu du coup votre téléphone portable du coup avec le site. Et après, à chaque fois que vous connectez, vous allez devoir rentrer du coup en plus de votre identifiant et votre mot de passe, un code d'usage unique qui change toutes les 30 secondes. Ce qui fait que même si on intercepte votre communication, le mot de passe, le code unique va faire que, même si on intercepte la communication, le mot de passe ne suffira pas pour se connecter. Bien sûr, souvent, il va vous proposer de sauvegarder des codes de secours, parce que forcément, votre téléphone, vous pouvez en changer, il peut se passer plein de choses. Donc, généralement, il va vous générer vite fait des codes de secours. Ceux-là, vous pouvez les imprimer, vous pouvez les stocker de différentes manières, dans un gestionnaire de mots de passe, par exemple, et ces codes-là vous permettent, si vous perdez votre support physique, de pouvoir quand même avoir accès à votre compte. Ensuite, je vais passer vite fait sur U2F, que vous ne connaissez probablement pas. Souvent, ça se présente sous la forme d'une clé USB ou d'une clé qui fait du NFC. Ça utilise vraiment beaucoup de cryptographie. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous synchronisez du coup un petit support physique U2F, vous le synchronisez avec le site, il va générer du coup une clé asymétrique et du coup le site va connaître votre clé publique et après par un échange, ça va pouvoir aider à vous identifier. Alors U2F, du coup, vu que votre token physique enregistre le site auquel il a associé du coup cette clé, ça fait que le hameçonnage et tout ce comme ça, ne va plus fonctionner. Parce que si vous êtes sur un autre site, il va générer une nouvelle clé. Et du coup, la clé que vous associez à un site ne va pas pouvoir changer. Vous ne pouvez pas l'utiliser sur un autre site. C'est le truc en soi qui est conçu pour que du coup, ça ne fonctionne que sur le site d'origine. Et bien sûr, ça va empêcher également toute réutilisation d'un secret. Donc vous ne pouvez pas réutiliser la même chose sur deux sites. Ça a quand même pas mal d'avantages. Par contre, du coup, ça se met uniquement en second facteur. C'est pour ça que depuis, ça a beaucoup évolué. On est arrivé via FIDO2 maintenant à WebAuthn, qui lui est rétrocompatible avec U2F. Donc vos anciennes clés U2F fonctionnent encore avec WebAuthn. Il ne se limite pas à un second facteur. Lui, il va pouvoir vous permettre de vous authentifier complètement sans mot de passe. C'est un standard W3C depuis le 4 mars 2019. Donc c'est extrêmement récent. On commence à se rapprocher du système parfait. Mais il n'est pas encore tout à fait fini. Il y a encore quelques travaux supplémentaires, notamment tout ce qui va être sauvegarde. Voilà, pardon. Je remets attention aux sauvegardes encore une fois, parce que votre support physique, vous pouvez le perdre. Les outils actuels, ils sont faits de manière à ce que vos clés qui sont à l'intérieur ne soient jamais sorties. Vous avez votre token physique, votre clé ne vont jamais pouvoir en sortir. C'est-à-dire que si vous perdez la clé,
bah, vous avez définitivement perdu le truc. Et pour les sauvegarder, bah, c'est compliqué si ça ne peut pas sortir. Donc il y a plusieurs techniques. Vous pouvez en associer plusieurs. Vous pouvez, et surtout, ils ont déclaré que c'était hors du périmètre de WebAuthn pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution à part utiliser plusieurs supports différents. C'est pour l'instant une délimitation, mais comme je disais, c'est extrêmement jeune, donc ils sont encore en train de travailler dessus. Il peut y avoir plein de choses qui se font. C'est encore un travail en cours. Pour l'instant, comme je disais, ce n'est pas viable de proposer uniquement d'avoir plusieurs supports. Et ça, tout arrive, c'est le futur. En parlant de futur, dans notre cyberespace digital disruptif, il y a de nos grands dirigeants et pas que, il y a beaucoup de gens, tous les gens de pouvoir, qui pensent à un autre futur qui va être la biométrie. Alors la biométrie, ça fait moderne, ça fait hype, ça fait tech. Le fonctionnement de la biométrie, c'est que vous avez des capteurs qui vont mesurer du coup des données sur vous. Ces données vont être transformées dans ce qu'on appelle un gabarit qui va être stocké. Et c'est contre ce gabarit quand on fait des mesures, et cette mesure va être comparée au gabarit pour déterminer si c'est vous ou si c'est pas vous. Alors pour faire de l'authentification, si je reviens à la définition de l'authentification, c'est qu'on vérifie que la personne a les autorisations nécessaires pour ce qu'on lui demande. Ici, ce qu'on fait, c'est de l'identification. Ce n'est pas tout à fait pareil. Là, on va vérifier l'identité d'une personne précise. Alors, moi, j'y mets ces sens-là, d'autres pourraient mettre d'autres sens. Et là, je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Typiquement, regardez, les comptes officiels de personnalités politiques et de célébrités, parfois, ce n'est pas eux qui sont derrière. Typiquement, lors de son dernier procès, M. Jean-Luc Mélenchon, il y en a qui se sont rendus compte qu'il tweetait pendant qu'il était en train de parler en audience. En fait, c'est parce que M. Mélenchon a derrière un chargé de communication qui va en son nom tweeter. C'est-à-dire que quand on se connecte au compte de Jean-Luc Mélenchon, c'est son conseiller de communication qui se met dessus parce qu'il a les droits pour le faire, parce que c'est le conseiller officiel. C'est pas forcément Jean-Luc Mélenchon, il peut y avoir plusieurs personnes. Là, si on avait vérifié, si on avait fait de la biométrie pour ça, pour son compte Twitter, il n'y aurait que Jean-Luc Mélenchon qui aurait pu se connecter à son compte. Et son conseiller n'aurait pas pu parce que c'est pas lui. C'est des subtilités. Une autre manière de voir les choses, un autre exemple, et là on rentre vraiment dans la biométrie parfaite, c'est un inventeur japonais qui, fan de voiture, a voulu développer un siège de voiture qui enregistre la forme de vos fesses pour décider de si elle va démarrer ou non. C'est de la biométrie, l'empreinte postérieure. Bizarrement, ça n'a jamais pris. Parce que du coup, il n'avait potentiellement pas pensé au fait qu'on puisse juste prêter sa voiture ponctuellement, qu'on puisse juste, qu'il y ait des voitures d'entreprise utilisées par plusieurs personnes. Parce que juste la clé, c'est un système d'authentification très simple, et celui qui a la clé, c'est-à-dire qu'il a l'accès. Là, ce n'est pas celui qui rentre qui a l'accès, c'est uniquement une personne physique bien identifiée, c'est un peu différent, et du coup, ça devient beaucoup plus embêtant à maintenir. Donc forcément, ça n'a pas marché, ça fait un bit complet. On a aussi parfois quelques questionnements inquiétudes au niveau de la biométrie. Moi, je m'en pose plein des questions de la biométrie. Déjà, quelle est la fiabilité des capteurs? Parce qu'entre le capteur que vous voyez en préfecture pour prendre vos empreintes digitales et celui de votre PC que vous avez acheté, qui est seulement un sous-composant qui doit coûter 10 €, ce n'est pas les mêmes capacités, quoi. Est-ce qu'il peut pas y avoir des soucis? Du coup, c'est très variable, la fiabilité des capteurs. Quels sont les critères d'acceptabilité de la comparaison? Typiquement, les empreintes digitales, en Écosse, il fallait 5 points de comparaison. De mémoire, c'est 3 ou 5 points de comparaison identiques pour dire que là, c'est bien la personne. En France, il en faut 13. C'est pour ça que Xavier Dupont de Ligonnès a été trouvé en Écosse. Il fallait du coup un certain nombre de points de comparaison. En Écosse, ils ont trouvé pile poil le bon nombre. En France, il en fallait beaucoup plus. Donc en France, cette personne-là n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès, et en Écosse, était considérée comme telle. Donc là, est-ce que ça varie? Oui, ça varie énormément. Les critères d'acceptabilité, là, ça dépend des systèmes. Les données de mesure et les gabarits que j'ai sont-elles des données privées? Oui, parce que c'est vos données physiologiques. Celles de données privées, la CNIL a décidé que c'était des données privées. Et aller fournir des données privées à n'importe qui, sur vous, c'est pas anodin. Il faut y repenser. Alors maintenant, est-ce qu'on peut me voler mes données biométriques? Cas numéro 1. Depuis des photographies ou des vidéos. Est-ce que c'est possible? Alors là, je vais prendre 2 exemples très marrants. Le tout premier, c'est l'affaire des clés de la TSA en 2014. La TSA, qui est l'organisme de sécurité des transports aéronautiques aux États-Unis, a fait en sorte a fait un standard, a fait des clés
pour que votre cadenas il soit ouvert par votre clé unique à vous. Et également, il y a une deuxième serrure uniquement pour la TSA pour que les gens du coup puissent contrôler vos bagages sans avoir votre clé. Un jour, un journal a fait un reportage du coup sur les bagages. Et dans ce reportage, il y avait une photographie d'un jeu de clé de la TSA. Ça a été analysé, reproduit et imprimé en 3D. Et vous pouvez imprimer en 3D vos clés de la TSA directement depuis. C'est publié, c'est sur GitHub. Vous pouvez imprimer des clés qui ouvrent tous les cadenas officiels. Et là, du coup, vous me répondrez, oui, mais l'humain, le visage humain, les empreintes digitales, c'est quand même bien plus compliqué qu'une simple clé. On ne peut pas le reproduire comme ça. Je veux dire, oui, mais les capteurs, ils ne sont pas si compliqués que ça. Eux, les capteurs, en fait, ils vont jouer juste sur un certain nombre de points. Et du coup, deuxième histoire, ça, ce sont des panneaux routiers. Vous voyez 3 panneaux stop et un panneau, ça, c'est dans le système aux États-Unis, c'est tout ce qui va définir un très fort virage à droite. Ça, en fait, ces photos-là sont tirées d'une étude des scientifiques qui se sont amusés à biaiser du coup le système d'analyse des voitures automatiques. Les voitures automatiques, elles vont faire un peu comme de la biométrie, elles vont reconnaître plusieurs choses, notamment des panneaux de circulation. Et donc, en fait, les 3 panneaux stop, les voitures, la plupart, les voient comme étant en fait des limitations à 45 miles par heure, qui veut dire à peu près 70 km/h, et le dernier, il le voit comme un stop. Et ça, c'est les 1 et 4, du coup, c'est dans 100% des voitures testées, et les 2 du milieu, c'est uniquement 67% des voitures testées qui se trompaient. Donc 45 miles par heure, c'est 70 km/h. Imaginez votre voiture, à la place de s'arrêter, elle va à 70 km/h. Voilà. Et là, vous voyez bien que le panneau, nous on le reconnaît, c'est un peu comme le visage, du coup on a juste appuyé sur certains points. On a mis certains patchs, on a appuyé sur les points des capteurs, les points de reconnaissance, pour arriver à faire en sorte que le système se trompe. Bah, pour la biométrie, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de reconstituer un visage d'une empreinte digitale entière, vous avez juste besoin de jouer sur les endroits qui vont être analysés par les capteurs. Donc la solution pourrait être, humoristiquement, d'utiliser des parties du corps qu'on ne montre pas habituellement. Je dis ça parce que ça a été fait, je ne vais pas montrer de photos, mais il y a un site pour adultes qui a créé une authentification biométrique par photographie du pénis. Ça existe. Ils ont promis de faire un équivalent pour les femmes, j'en ai jamais entendu parler, mais voilà, il y en a qui l'ont vraiment fait. Bref, maintenant, cas numéro 2, pour le cas des vols, est-ce qu'on peut directement le voler depuis l'endroit où c'est stocké ? Alors on peut penser que si c'est pour des petites structures, des tout petits sites, oui, ce serait facile, on pourrait le voler. Mais si c'est des grosses structures spécialisées dans les domaines de la défense, de tout ça, probablement pas. Ce sont des grosses boîtes qui savent très bien ce qu'elles font. On ne va pas, elles ne vont pas se laisser voler comme ça. Ah ben, en fait, c'est déjà arrivé. Donc là, vous avez une boîte qui vendait des systèmes d'authentification biométrique à des banques, à des gouvernements, notamment la police britannique, qui stockait toutes ces données biométriques et des mots de passe directement dans des bases de données qui n'étaient pas protégées, qui étaient accessibles directement sur Internet. Donc, si même les très grosses entreprises ne sont pas du tout sécurisées, bah, mes données elles vont être volées. Ce qui est bien, c'est du coup ces gens-là qui se sont fait voler leurs données, bah, maintenant c'est leurs données biométriques qui sont définitivement corrompues, enfin qui sont livrées au public. Donc maintenant ces gens-là ne vont plus jamais pouvoir avoir d'authentification biométrique safe, sécurisée, parce qu'il y a déjà n'importe qui peut avoir accès aux capteurs, aux données captées, et du coup qui pourront simuler du coup ces personnes-là. Petit rappel, la biométrie n'est pas révocable. Ce que je disais à l'instant, ces gens-là, c'est à vie. À moins si c'est l'empreinte digitale, à moins qu'ils se passent les dos au chalumeau, ce que je vous déconseille fortement, ils vont pas pouvoir changer d'empreinte digitale. Donc, du coup, une fois que ça a été publié, bah, c'est publié pendant toute votre vie. Pareil, la biométrie ne va pas vous permettre d'avoir plusieurs identités différentes. Si sur un site vous identifiez avec votre empreinte digitale, vous ne pouvez pas avoir plusieurs comptes avec plusieurs identités différentes parce que vous n'avez qu'une seule empreinte digitale. Et bien sûr, on n'a toujours pas de protection contre le hameçonnage ni contre les attaques par l'homme du milieu. Bref, en conclusion, la biométrie, pour utiliser un système d'identification pour faire de l'authentification, ce n'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, la biométrie, c'est pas une bonne idée. Le vrai futur, c'est encore WebAuth. Ça va être, c'est ce qui arrive de plus en plus. C'est ce qui va être demain. Si on a une solution pour contourner tous les problèmes actuels, ça va passer par ça et non pas par des décisions de biométrie.
Et en attendant, vos mots de passe, il va falloir les gérer correctement. Et là, on a vu qu'il y avait plein de choses à faire, des gestionnaires et d'autres choses. Et surtout, ne cédez pas à cette facilité du login avec Facebook, avec Twitter, avec d'autres. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, j'ai quelques bonus. Oui. Si on peut avoir un micro pour les questions, il y a un micro vert là et un micro orange par là-bas. Le monsieur devant. Oui, bonjour. Merci pour votre intéressante présentation. Voilà, moi je travaille dans l'informatique depuis 30 ans. Et cette question m'a toujours intéressé parce qu'en fait, aujourd'hui, elle est de plus en plus d'actualité. Alors quand j'ai commencé à travailler dans l'informatique, la première chose que j'ai appris à faire, c'est des drivers clavier. Donc est-ce qu'on est conscient aujourd'hui que tout ce qui est tapé, la personne qui connaît tout ce que vous tapez sur votre terre, sur la terre, c'est votre clavier en fait. Donc tout logiciel qui a accès aux données de vos claviers, en fait, c'est tout sur vous. Est-ce qu'il y a une réponse à ça en fait, à l'heure actuelle, qui soit sécurisée? Je vais vous dire le logiciel libre. Parce que le logiciel libre, vous pouvez savoir ce qu'il fait, vous pouvez vérifier qu'il ne va pas tout stocker à votre insu. Ubuntu, vous pouvez regarder les codes sources, vous savez comment vont être faits les drivers, comment sont faits les pilotes comme ça dans le noyau Linux. Ouais. Et vous pouvez vérifier que ce logiciel du coup ne fasse pas de choses malveillantes. Alors justement, c'était pas par rapport à Ubuntu, pas par rapport au logiciel libre que je vous posais ma question, c'était par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on sait de ce que les autres logiciels font, de ce qu'on tape sur le clavier? Là, si vous pourrez analyser, il faut analyser le logiciel. Et si vous n'avez pas accès aux sources, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir faire appel à des experts. Et sinon, juste faire confiance à l'éditeur du logiciel. Parce qu'en fait, j'ai vu que dernièrement, par exemple, sur tous les téléphones Android, on peut télécharger des dizaines et des dizaines de claviers Fantasy. Ah oui, ces claviers, oui. Donc, il est évident que toutes les applications qui sont des claviers, en fait, ont accès à tout ce qu'on tape, en fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est un danger, oui, tout à fait. D'accord. D'où le fait après aussi de pouvoir, du coup, pour éviter ce genre de danger, parfois, ça va être, comme je disais, les tokens physiques. Notamment, pour les téléphones, ça va plus être passer par du NFC. Les clés, tout ce qui va être une petite clé pour faire de l'U2F ou du WebAuthn, si celle-là supporte le NFC, ça ne passe pas par le clavier. Et même, du coup, vu que les clés restent emprisonnées dans cette clé, le téléphone ou même votre ordinateur n'aura jamais accès au contenu. Du coup. Et du coup, le secret sera bien gardé. Dans la clé, oui, dans la clé. C'est pas extractible pour ça. Pour ça, je dis toujours faire attention aux sauvegardes, parce que si vous ne gérez pas correctement vos sauvegardes, si vous perdez votre clé, c'est fini. Oui. Bonjour. Merci pour votre exposé. J'aimerais revenir sur la dernière partie, finalement, la biométrie. Oui. Vous avez dit donc que ce n'est pas une bonne solution. En fait, j'ai vu dans la littérature et autres que tout ce qui était image, identifiant les points de mesure sur le visage ou l'empreinte digitale était falsifiable. Qu'en est-il? Vous avez parlé un petit peu des zones cachées, c'était rigolo. J'ai entendu dire qu'il se développait un système qui permettait de prendre les empreintes des vaisseaux sanguins dans la main. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus? Et est-ce que la biométrie ne repasserait pas dans ce cas-là dans des priorités un peu plus simples d'accès, quoi? Alors, je ne connais pas spécifiquement ce qui se fait comme développement à ce niveau-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même d'autres points, à part la captation des images, qui vont poser problème. Comme je vous disais, le fait de ne pas pouvoir avoir forcément plusieurs identités, de pouvoir passer des données personnelles du coup, à certains tiers. Dans tous les cas, ça fait que la biométrie ne va pas être la solution de demain pour vous connecter à tous vos sites Internet. Ça, c'est au niveau privé, au niveau... ce que j'avais tout à l'heure. Tout ce qui va être... Est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce qu'on peut imaginer un DAB, un distributeur automatique de billets, qui puisse utiliser ce système-là au lieu de mettre un code visible d'autres personnes? Je veux dire pourquoi pas, mais moi personnellement je ne serais pas très chaud pour ça. Déjà parce que la biométrie également, ce n'est pas du fiable à 100%. On l'a vu avec le coup de Xavier Dupont-de Ligonnès. En fonction de comment régler et paramétrer du coup, le système,
ça va être c'est une décision politique de dire à partir de quoi est-ce que je décide que c'est bien la bonne personne. C'est pas du fait à 100%. Alors que le mot de passe, vous l'avez pas. C'est voilà, pareil, la clé de chiffrement, la clé du coup asymétrique, vous avez la clé privée ou vous ne l'avez pas. Là, la biométrie, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas manichéen. Donc moi, je suis moyennement chaud pour recommander ça comme système d'authentification. Pour identifier, oui, il n'y a pas de problème. Typiquement, pour identifier des personnes, l'identification de criminels, c'est pour ça qu'ils ont développé ça. Ils reconnaissent votre ADN, ils reconnaissent vos empreintes digitales pour essayer de trouver des suspects parmi une liste de suspects. Là, ils vont pouvoir réduire, parce que humainement, là, ils font un travail pour réduire du coup les spectres possibles, dire ça correspond plus à telle personne ou à telle autre personne. Eux, il y a des humains qui vont réfléchir pour vraiment affiner les choses et trouver vraiment la bonne personne. Mais un système tout seul, de manière automatisée, ça me semble beaucoup moins fiable. Même si ça peut être forcément perfectionné et ce que ce soit quasi parfait. Merci. Bonjour. Et félicitations encore pour cet exposé qui était très clair. Je me permets de revenir, moi, sur les mots de passe du quotidien. D'accord. C'est une petite question que je me pose toujours. Vous savez, que ce soit sur Apple Store ou autre, ou sur les boutiques en ligne, vous pouvez télécharger des applications qui vous permettent de stocker des mots de passe. Et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils sont déposés sur des serveurs et est-ce que c'est réellement sécurisé? Parce que vous nous avez dit qu'à un moment, on pouvait effectivement, avec Mozilla, avoir une authentification, mais qu'est-ce qui nous garantit que soi-même, ils ne peuvent pas être exploités, comme les Google authentificateurs là, ou autres? Et est-ce qu'on ne peut pas être aussi piraté? Quelle est la meilleure solution pour garantir nos mots de passe, en fait? Alors, il y a de tout. Il y a absolument de tout. Donc, il faut bien regarder le logiciel. Déjà, je vous conseille que des gestionnaires de mots de passe libres, parce que ceux-là, on peut regarder ce qu'ils font vraiment. Et après, même dans les libres, vous en avez qui gardent juste en local, vous en avez qui envoient sur des serveurs. Je crois que Firefox permet de synchroniser avec son compte. Firefox, vu que c'est libre, il y en a qui ont pu regarder, qui regardent et qui voient que Firefox, lui, en effet, il chiffre votre mot de passe chez vous, et ce qui est envoyé uniquement le mot de passe chiffré, de manière à ce que l'entité qui stocke du coup votre mot de passe ne connaisse pas le mot de passe de base. Donc vraiment, pour ça, confiance uniquement au logiciel libre. Parce que les autres logiciels, en effet, on ne peut pas savoir. Et là, voilà, en effet, on est dans le flou. Le logiciel libre, au moins, on sait comment ça se passe, même si nous, on n'a pas la capacité de le faire. D'autres l'ont. Moi, je peux aller regarder le code source des logiciels en question, si c'est libre, et je peux vous dire, celui-là, d'accord, celui-là, non. Pour ça, vous avez mis une liste des logiciels disponibles. Voilà. Après, chacun a sa sensibilité, chacun va stocker différemment. Donc après, en fonction de votre cas d'usage, regardez comment ça se passe. Typiquement, dans la liste, j'en ai un ou deux qui proposent du stockage en ligne sur des serveurs cloud. D'autres où ça reste en local. Pour ça que j'insistais bien sur les sauvegardes, parce qu'en fonction de si c'est stocké autre part sur le cloud ou si c'est en local, vous n'allez pas mettre le même système de sauvegarde en place. Si c'est dans le nuage, globalement, tant que votre fournisseur fonctionne, vous n'avez pas trop à vous en faire. Si c'est en local, il suffit que votre PC se fasse embarquer ou simplement casse, là, vous perdez tout. Donc, bien penser aux sauvegardes. Et là, par contre, il n'y a pas de sauvegarde générique, il n'y a pas de manière générique. Ça va être vraiment en fonction de là où c'est stocké, regardez où c'est et prendre les mesures adaptées. Juste un complément, donc l'application qui s'appelle Bitwarden ou Warren. Oui. Donc celle-ci, elle est comment? Elle est efficace? Elle est en local ou elle est celle-là, je ne l'ai pas réseau? testée et je crois qu'ils proposent de l'hébergement dans le cloud, mais payant. De base, c'est du logiciel libre gratuit, mais si vous voulez stocker dans le cloud, chez eux, là, ils vous font payer. C'est une possibilité. Si vous avez de l'argent dépensé dedans, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas testé personnellement, mais dans l'absolu, pourquoi pas. On est à la fin du créneau. Voilà. Ouais. Je ne sais pas s'il y a encore une question ou pas. On n'a pas le temps? Bon, désolé. Merci à tous.